Bonjour à tous les amis, c'est Raniki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons aborder la seconde partie de quel serait le main de chaque personnage de One Piece si League of Legends existait dans leur univers. Encore merci à ceux qui ont like, partagé et commenté la première vidéo, ça m'a vraiment énormément aidé, encore mille merci. Après avoir lu vos avis, je tiens à situer la manière dont je choisis chaque personnage. Je prends en compte le physique, l'attitude, les aptitudes ou pouvoirs de celui-ci, mais aussi son histoire en vous apportant toujours 2 ou 3 points communs. L'objectif est de vous faire découvrir One Piece ou League of Legends pour ceux qui ne connaissent pas. Si ce genre de contenu vous plaît et que vous souhaitez donner votre avis, les commentaires sont ouverts. La deuxième partie prendra en compte les personnages s'étant illustrés entre l'arc Sabaody et Punk Hazard, et je ne citerai pas ceux étant déjà apparus dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. On commence avec Kid, jeune pirate avec un passé tragique. Il est très puissant et en profite au mieux en causant ravages et destruction autour de lui. Malgré qu'il soit sans pitié, sa mentalité a tendance à s'améliorer au fil du temps, et son pouvoir de contrôler le métal le rend redoutable exactement comme Rel. Tous deux fugitifs hors la loi, ils ne cherchent pas la rédemption ou le pardon, et ils disent toujours ce qu'ils pensent. Riley est je pense pour beaucoup la référence de l'arc et de l'époque de Goldie Roger, se battant à la vitesse de la lumière et ayant le respect de tous. Il est aujourd'hui encore invaincu dans l'œuvre, un parallèle très fort avec Maître Yi, véritable icône de LoL et de la jungle. Ils sont dotés d'une grande sagesse et d'un sens aigu des responsabilités. Dans son histoire, Maître Yi a suivi un entraînement draconien et a notamment entraîné Wukong, qui rappelle forcément l'arc des 2 ans avec Luffy. D'ailleurs, petite anecdote, Luffy, Wukong et Son Goku sont tous les trois inspirés de la légende de Sun Wukong. Concernant les autres membres des Supernovas, U-Rouge a une très grande combativité et n'a pas peur de se friter à des adversaires plus forts que lui. Son pouvoir lui permet d'emmagasiner de la force quand il prend des coups et par conséquent de gagner en puissance. Tout cela nous fait penser à Seth qui possède le même caractère avec un physique impressionnant et des capacités de combat équivalentes en frappant avec ses poings. Enfin, son passif et son Z le rend très difficile à tomber au fur et à mesure du combat. Hawkins se bat en misant tout sur le destin et utilise fréquemment un jeu de cartes pour prédire les actions de son adversaire. Ici donc aucune surprise, il s'agit de Twisted Fate, qui a aussi un fort lien avec le destin, jusque dans son prénom, et il utilise des cartes pour combattre. Enfin, Apu devait prendre exemple sur Sona, car même si les deux utilisent des instruments pour combattre ou aider leurs alliés, Sona a au moins le mérite d'être muette. Bon désolé, je suis pas un très grand fan de Apu, mais bon, au vu de sa fanbase, je crois que je prends pas trop de risques en disant ça. La corsaire Boa Hancock possède une grande beauté, des origines tragiques et un pouvoir permettant de transformer en pierre ses ennemis. On a également vu durant l'arc Amazon Lily qu'elle était capable de communiquer avec des serpents. Forcément, tous ces points communs nous font penser à Cassiopeia, qui avant d'être maudite était d'une très grande beauté elle aussi, avant d'être changée en gorgone. Monstre mi-femme mi-serpent, capable de changer les êtres humains en pierre. Mon personnage préféré, Bonclé, est surtout caractérisé par sa joie de vivre et sa grande bonté. Capable de prendre l'apparence de n'importe qui grâce au travestifruit, il possède de nombreux points communs avec Nico. Les deux se posent des questions sur leur genre et ne se sentent ni femmes ni hommes. Enfin, à leur première apparition, ils semblaient sympas mais assez banals, et c'est uniquement lors du retour de Bonclé et du rework de Nico que les deux sont devenus ultra populaires. Comme quoi la deuxième fois était la bonne pour eux. Ivankov a été assez difficile à cerner, mais je tenais absolument à l'inclure ici. Tout comme son personnage dans LoL, les deux sont membres d'une organisation de résistance secrète, et elles sont capables de modeler leur corps à leur guise. Il s'agit pour moi de Leblanc qui adore se jouer de ses adversaires et faire croire qu'elle est morte ou blessée, tout comme le faiseur de miracles, qui passe son temps à faire des blagues pour faire peur à ses amis et déstabiliser ses adversaires. L'arc n'ayant pas beaucoup de personnages, j'ai décidé de mettre Inazuma qui possède le Choki Choki no Mi, aussi appelé fruit des ciseaux, lui donnant la capacité de tout découper. Forcément, ici, pas de grande surprise, elle est en lien avec Gwen, la couturière sacrée, qui, comme dans l'événement des Sentinelles, nous a montré qu'elle était capable de se sacrifier pour sauver ses amis. Grand antagoniste de l'arc, Magellan est surtout impressionnant de par sa droiture et sa résistance à toute épreuve. Le gardien de la prison est assez atypique, dans le sens où ce n'est pas un méchant classique. Il se contente de faire son travail, si bien qu'on n'éprouve pas vraiment d'antipathie envers lui, mais plutôt de la pitié. Son sens du devoir est tellement exacerbé qu'il tentera de mettre fin à ses jours après l'évasion des prisonniers de Jim Down.
une attitude très semblable à celle de Xin Zhao lorsque le roi Jarvan IV fut tué, et son dévouement envers le royaume de Demacia. Amiral en chef de la marine et étant relevé de ses fonctions après une grande bataille, il a organisé la guerre au sommet de Marineford en montrant sa capacité à diriger des troupes. En plus de ça, son pouvoir prend la forme d'une statue de Bouddha doré. De la même manière, Azir est l'empereur de Shurima, capable d'invoquer un disque solaire doré et de contrôler des soldats. Les deux ont été démis de leurs fonctions pendant pas mal de temps, mais ils reviennent sur le devant de la scène et ont toujours leur très grande puissance de l'époque. Capables de contrôler la lumière, mais chacun à leur manière, Kizaru et Lux ont du mal à se décider sur leur façon de voir le monde. L'un étant entre la justice implacable de Akainu et celle plus modérée de Aokiji, et l'autre hésitant entre le choix de Demacia et des mages. Les deux ayant des convictions assez floues, ils cherchent pourtant à protéger ce en quoi ils croient, comme vu à Marineford ou dans le jeu Mage Seeker pour Lux. Akainu et Aokiji sont mis en contradiction aussi bien par leur pouvoir que leur vision de la justice. Le premier est implacable et ne vient en aide qu'à ceux qui le méritent grâce au Magu Magu no Mi, fruit du magma. Il passera au grade d'amiral en chef après avoir vaincu Aokiji et son Ie Ie no Mi de la glace, qui pour sa part est d'un tempérament calme et aide tous ceux dans le besoin. Dans League of Legends, dieu parmi les dieux, Ornn est la divinité du volcan capable de contrôler le magma de celui-ci pour forger des armes ou se battre. Il a un tempérament similaire à Akainu, comme vu dans son histoire. On apprend aussi que Ornn est capable de vaincre les autres divinités et est donc potentiellement plus fort que Anivia, qui contrôle la glace et a une attitude très semblable à Aokiji. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ces deux champions-là en comparaison avec Akainu et Aokiji. Très difficile pour moi de trouver un champion pour Barbe Blanche, de par son physique et son pouvoir qui n'ont aucun équivalent dans League of Legends. J'ai donc porté mon dévolu sur Tryndamere. Le roi des mers possède quelques points communs avec le roi des barbares. Tous deux sont respectés et craints partout dans le monde et se battent avec une arme tranchante. Rien qu'en criant, ils sont capables de faire trembler leurs ennemis et déchaîner une violence sans pareille. Au combat, ils sont intombables et seule la mort les arrête. Pour finir, ils ont pendant longtemps vécu seuls, mais ont réussi à trouver une famille pour les accueillir, son équipage pour Barbe Blanche et Ash et les Avarosans pour Tryndamere. Jinbei est le seul Mugiwara que je n'ai pas encore abordé. Homme-poisson capable de contrôler l'eau, il a accepté de quitter son royaume et de rejoindre la surface afin de sauver son peuple, exactement comme Nami l'Aquamenseigne. Les deux sont capables de parler aux animaux marins, de respirer sous l'eau, et portent le fardeau de devoir protéger leur peuple contre leurs semblables des profondeurs, rappelant les hommes de main d'Oji face à Jinbei. Il est temps de parler du personnage le plus important de One Piece, Caribou. Non, plus sérieusement, ce mec passe son temps à s'enfuir et dès qu'il se fait choper, il perd en moins de 10 secondes, c'est une vraie fraude. Pour moi, Pike lui va à merveille. Toujours caché, à courir partout pour trouver la meilleure occasion de claquer son ultime pour se remplir les poches. Ils sont tous les deux très violents, sans pitié, et même leurs pouvoirs sont assez similaires. Leur résistance est aussi limitée, mais en termes d'infiltration, ce sont tous les deux de redoutables espions. Bon, Audi, je pense que la seule chose qui peut le résumer rapidement, c'est la... Du coup, qui de mieux que ce bon vieux Dr Mundo pour l'illustrer, véritable titan passant leur temps à répéter les mêmes frappes sans réel but et donnant l'impression d'être intombable, des vrais sacs à PV. La princesse Shirahoshi est une jeune fille appartenant à la royauté qui a été maudite dès son plus jeune âge, l'obligeant à rester loin des autres et n'ayant pas beaucoup d'amis. Cela rend encore aujourd'hui ses interactions sociales un peu maladroites et elle pleure énormément. Cela ressemble forcément à Amumu, qui dans certaines légendes était un jeune garçon de sang royal qui a été maudit, l'empêchant de s'approcher des autres êtres vivants. Cela rend le personnage triste en permanence, entre pleurnichards ils devraient bien s'entendre. L'arc des hommes poissons n'ayant pas énormément de personnages importants, on finit par Solomé, le Kraken. Ici, pas beaucoup d'originalité en ne sachant pas comment les caser, j'ai choisi de lui attribuer Vel'Koz pour leur ressemblance physique évidente. On termine avec l'arc Punk Hazard en débutant par son antagoniste Caesar Clown. Scientifique malveillant, usant de manipulation et de ses relations pour faire d'horribles expériences. Il possède en plus de son savoir le fruit du démon du gaz et se sert des fumées toxiques pour vaincre ses adversaires. Ça me fait mal au cœur de l'associer à lui mais Renata possède en effet de nombreux points communs avec Caesar,
manipulatrice avide de connaissances et restant dans l'ombre de zone. La baronne de la chimie est capable d'utiliser un gaz hallucinogène sous forme de parfum pour contrôler ses ennemis. De plus, les deux personnages sont au centre d'un trafic d'armes et du marché noir dans le monde. Son assistante Monet a pour sa part un fruit lui donnant la capacité de contrôler la neige et de pouvoir se doter de griffes et de crocs. Elle était aussi chargée de s'occuper des enfants retenus captifs par César. Étant également dotée de griffes et de neige pour se battre, Willamp est le candidat parfait. Il est aussi très proche des enfants avec Nunu, même si contrairement à Monet, il a choisi cela de son propre chef. N'ayant pas eu beaucoup plus d'informations sur ce personnage, il est difficile de pousser l'analyse plus longuement. Autre homme de main de Doflamingo et pas des moindres, Vergo est au centre de beaucoup de larmes et de sang dans One Piece. Malgré un passé mystérieux, il est surtout connu pour être un guerrier aussi fort dans le fluide offensif et défensif, faisant de lui un redoutable combattant. Jax possède la même réputation de grand guerrier et son arsenal est tout aussi équilibré que Viego. De plus, les deux se battent avec des armes ridicules, ce qui réduit grandement leur vrai potentiel, un bambou et un lampadaire. Du côté de la marine, nous retrouvons évidemment Smoker, personnage viril respecté par tous. Il a su démontrer sa force tout au long de l'aventure. Son pouvoir du fumigène lui permet de créer de la fumée et de la contrôler, se baladant toujours en fumant des cigares. Forcément, avec toutes ces infos, vous avez peut-être déjà deviné de qui je vais parler, notre bon vieux Graves. Il utilise aussi de la fumée et une arme pour se battre. Et en plus de cela, les deux sont très à cheval sur leurs principes. Pour terminer, vous l'attendiez, Trafalgar dit Waterloo est pour beaucoup un personnage très apprécié. Il a été assez difficile pour moi de lui trouver un champion qui possède des points communs avec lui, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'ai donc décidé de lui attribuer Annie, car les deux ont eu un destin assez similaire. Vivant dans une famille aimante et heureuse, celle-ci fut massacrée, causant une envie de tout détruire sur leur passage pour se venger. Après plusieurs années à faire le mal, ils ont finalement été sauvés, l'un par le dieu vivant Corazon et l'autre par la directrice d'une académie de Noxus qui lui enseigna comment contrôler son pouvoir. Même s'ils en gardent tous les deux des séquelles, ils réussirent à retrouver du réconfort auprès de leur nounours. C'est terminé pour cette seconde partie, la prochaine fois on terminera avec les arcs de Dressrosa et Wano Kuni. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû lire pas mal d'histoires de champions pour faire cette vidéo, et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de liker et de s'abonner, ça m'aide énormément. Dites-moi votre avis sur mes choix de champions, vous pouvez aussi me faire des suggestions pour l'épisode 3. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, c'était Renkin, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.